Bienvenue sur À contre-cliché, le podcast qui bouscule les normes. Un espace pour raconter, comprendre et remettre en question les schémas qu'on nous a appris à accepter. Parce que derrière chaque histoire, il y a des mécanismes que l'on peut déconstruire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes vivent, mais dont on parle finalement assez peu. S'habiller quand on ne rentre pas dans les standards de l'industrie de la mode. Parce qu'on entend souvent que les femmes rondes n'ont qu'à chercher un peu plus, qu'aujourd'hui il y a du choix pour tout le monde et que les choses ont changé. Mais quand une grande partie des magasins s'arrêtent au 42, est-ce vraiment le cas? Julie est créatrice de lingerie spécialisée en grande taille. Avec elle, on parle de son parcours entrepreneurial, de ce qui l'a poussée à créer des pièces adaptées aux femmes rondes, mais aussi de grossophobie, d'exclusion, du regard porté sur les corps et des critiques qu'elle reçoit parfois de personnes qui ne sont même pas concernées par le sujet. Bref, on va parler de vêtements, mais surtout de ce qu'ils racontent de notre société. Bonne écoute. Bonjour Julie. Enchantée. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Donc moi je m'appelle Julie, j'ai 37 ans il me semble. Donc je suis la créatrice et la fondatrice en fait de la marque Nomis Lingerie, qui est donc une marque de lingerie féminine grande taille, spécialisée grande taille. Je fais toutes les tailles, mais je suis spécialisée du 46 au 60 s'il faut mettre des chiffres, des normes. Donc je suis couturière, artisane couturière, donc on est dans mon atelier et je travaille avec mes petites mains et mes machines pour créer les pièces. L'entreprise a 2 ans environ, à peu près, et je fais partie d'une coopérative qui m'encadre et qui m'aide à lancer l'entreprise, qui m'aiguille pour, pour arriver à faire avancer le projet. Alors, comment t'es venue l'idée de lancer ton entreprise justement et spécifiquement dans la lingerie? On évolue au fur et à mesure de la vie, on affine, on affine ce qu'on aime plus particulièrement. Donc j'ai eu un parcours où j'ai toujours fait des métiers où je travaillais avec mes mains, où j'étais minutieuse. Et à côté de ça, à titre personnel, j'ai toujours eu des rondeurs, j'ai toujours eu des difficultés à m'habiller, à m'accepter, des complications avec l'image de soi, enfin l'estime de soi. Donc c'est venu un peu naturellement, je dirais que tout s'est regroupé à un moment donné, que ça soit le côté personnel et professionnel, sur un projet commun. De se dire: «Bah, voilà, je vais continuer à travailler avec mes mains et je vais essayer d'apporter, un petit peu de mieux dans un domaine, entre autres, celui de la grossophobie». Mmh. Puisque, même si on est les plus méchants envers soi-même, il y a quand même, dans l'ensemble de la société beaucoup de reproches et un regard qui est pas forcément bienveillant, vis-à-vis des formes, des rondeurs, des courbes, malgré qu'une femme sur 2 fasse une taille 42 et plus, c'est pas encore, clair dans la tête des gens. Ni dans les magasins d'ailleurs, enfin dans tout ce qu'on peut voir, dans les pubs, donc c'est arrivé d'un constat personnel, et d'un plaisir personnel aussi de travailler, avec mes mains et d'être minutieuse et de regrouper, ça avec le besoin, qu'il peut y avoir de trouver des jolies choses colorées et adaptées à sa morphologie quand on fait plus d'une taille 42 et qu'on ne trouve pas en magasin du coup. Mmh. Donc c'est voilà, je suis encore en évolution. Le projet, il est là pour aider les femmes qui ont des courbes, mais il est là aussi pour moi, me faire évoluer au fur et à mesure. J'ai pas atteint encore, heu, l'estime de moi que je voudrais, l'acceptation de mon corps, et j'ai encore beaucoup de mal, mais au fur et à mesure, au quotidien, je m'attelle à évoluer moi pour pouvoir encore plus aider, via ce projet. C'est super. C'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir des projets qui vont dans ce sens parce qu'on est quand même dans une société quand même, tu l'as dit, grossophobe. Il y a encore beaucoup de magasins qui s'arrêtent au 42.
Donc en fait, ça veut dire que la moitié des femmes qui veulent s'habiller ne peuvent pas trouver leur bonheur en magasin. C'est ce qui entraîne aussi l'ascension grandissante, j'ai envie de dire, d'une grande marque de fast fashion qui fait des prix au rabais, mais avec une qualité toute pourrie, qui fait aussi de l'exploitation humaine. Enfin, j'ai encore entendu il y a pas longtemps, ah bah j'ai acheté ça sur, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, Il y a pas besoin, à mon mais t'as avis. compris. J'ai acheté ça là-bas. De toute façon, il y a que là-bas que je trouve à ma taille. Et en fait, c'est quand même dommage qu'on soit obligé de faire appel à ce genre de magasin parce que on trouve pas ce qu'on veut chez nous, quoi, en fait. Il y a certaines boutiques, pareil, je vais pas les nommer, mais il y a certaines boutiques qui ont quand même évolué et qui ont un rayon grande taille. Mais je trouve qu'on est souvent hyper déçus parce qu'on repère des choses dans le rayon classique. Et quand on arrive dans le rayon grande taille, il n'y a pas l'équivalent en grande taille. Et en général, c'est une mode qui est très, j'ai pas d'autre terme que mémérisant. C'est très terne, c'est au final, c'est, grande taille, mais pas forcément avec des coupes, flatteuses pour les courbes. Ça nous met pas en valeur alors que c'est tout à fait possible de mettre les femmes en valeur même si on est ronde. Mais on voilà et donc le rayon est très limité, c'est pas très joli, c'est pas coloré et enfin ça donne pas envie en fait, alors que et puis le rayon est tout petit, alors que encore une fois, la moitié de la population est au-dessus de cette taille. Donc on a l'impression que la grande industrie s'est pas adaptée. Souvent quand on en entend parler, on nous dit: «Bah oui, mais c'est pas rentable, ils font les tailles les plus achetées». Moi je suis désolée, il y a un problème, hein. La taille 34-36 qu'on trouve facilement n'est pas la plus achetée. On est plus sur, justement une taille 42-44 en moyenne, et on n'a pas, on n'a pas. Donc ils ont quand même évolué dans les grandes boutiques, les entre guillemets «les marques», mais c'est pas encore ça et ceux qui vont proposer, donc qu'on veut pas nommer non plus, pour faire leur pub, mais vont faire un peu des choses plus colorées, plus modernes, mais effectivement la qualité elle est pas là du tout. Bon après ça va de pair, je dirais, avec le tournant que prend la société, parce que c'est la même chose par exemple pour des meubles, pour des choses comme ça. On cherche du jetable, du pas du qualitatif et quelque chose qu'on garde pas dans le temps. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je vais pas proposer en artisanat, vu le temps que je passe sur les pièces et le travail qu'il y a dessus, avec les produits que j'utilise, c'est du durable, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, et puis c'est du produit unique, c'est pas de la série, donc je suis un peu à contre-courant. C'est un peu difficile de se faire connaître, d'être considéré correctement du fait de la grossophobie et de ce que je propose, qui est à contre-courant de tout ce qui se fait dans la société actuellement, donc Et il y a aussi une chose qui, moi, me pose souci. Alors, peut-être que tu n'auras pas la réponse à ma question, mais comment ça se fait que, par exemple, pour une même marque, moi, par exemple, je fais du 46 en pantalon, des fois 48. Et pourquoi un 46 dans une marque ne vaut pas un 46 dans une autre marque? Pourquoi il y a autant de différences? Parce que en plus, quand on est ronde, enfin moi j'ai pas été ronde toute ma vie, j'étais un peu plus svelte dans l'adolescence et j'ai pas arrêté de prendre du poids au fur et à mesure du temps. Et en fait, plus on prend du poids, plus c'est frustrant parce qu'en fait, être grosse entre guillemets, on n'a pas envie d'être parce que c'est parce que la société nous dit qu'on doit être et on doit être svelte et désirable, etc. Mais ça, c'est un autre point. mais Mais on du est coup, désirable quand même en étant ronde, hein. bien sûr, tout à fait. Ce qui, moi, me pose aussi souci, c'est que quand on commence à prendre du poids, enfin, c'est mon expérience, et qu'on va dans les magasins, que à un moment donné, je faisais du 42 et que le 42, il commence à être serré, etc. Donc, on passe au 44 et puis au fur et à mesure, en fait, les tailles ne me vont plus. Et la même journée, je peux essayer un 46, même des fois dans la même marque. T'essayes un 46 et tu changes le modèle du pantalon, t'essayes le même 46, il te va plus, ou alors il est trop grand.
Comment ça se fait qu'il y a autant de différences? Effectivement, j'ai pas forcément la réponse, exacte puisque je me fais la même réflexion et que je me pose les mêmes questions. Après pour, coudre des pièces de A à Z, je dirais que le patronage de base a de l'importance, donc le la forme du vêtement ou du sous-vêtement sur papier. On va pas avoir les mêmes normes, en fait, donc les mêmes tailles, les mêmes grilles, en Mmh. fait, de référence et donc c'est déjà le cas dans des tailles plus classiques type 36 standard, mais encore plus, quand on augmente de taille, on est encore plus dans le flou. C'est-à-dire que moi j'ai fait un stage, dans le Nord, en lingerie grande taille. Hem, il y avait déjà en fait, il y a déjà ce souci-là en fait ils sont dans le flou en fait de le tableau de normes pour faire s'arrête au 42. Donc au-dessus, bah, ils sont un peu dans le flou, ils font des tests, mais là encore, comme on commercialise beaucoup moins ces tailles-là, ils vont moins pousser les tests et finalement les normes, sont un peu, abracadabrantes, on va dire ça comme ça. D'un 46 à l'autre sur la même marque et ben, on va pas mettre le même parce que la coupe est pas la même et que là encore, selon les courbes, il y a beaucoup moins de normes en fait, autant sur une femme, classique 36, je dirais filiforme, hem, il y a pas trop de surprises. Mmh. Maintenant, quand on rentre dans les courbes, bah, soit on va avoir des hanches et on va avoir un petit buste, ou alors on a un petit buste et on a les hanches plus fines et c'est complètement varié et on part dans un flou total de il y a pas de normes, en fait. Heu, je trouve qu'en grande taille, on arriverait presque à être sur du sur-mesure à chaque fois parce qu'il y a toutes les formes de corps. Et les rondeurs sont pas mises partout et on est toutes faites différemment. Mmh. Donc je pense que c'est compliqué aussi pour eux de d'arriver à mettre une norme claire, surtout que, bah, qu'on n'a pas évolué sur ce sujet-là. Mmh. Ils mettent une norme claire sur quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est compliqué. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce que ça va prendre plus de temps, il faudra qu'ils voient plus de types de femmes, qui travaillent plus longtemps sur le prototypage, je suppose, hein, mais encore une fois, je pars loin, hein, c'est pas forcément mon domaine d'activité. Moi, je suis plus, à la confection et beaucoup moins au patronage, mais c'est vrai que quand je teste des patrons, on le voit tout de suite. Enfin, après, je dirais aussi qu'il y a toujours un problème au niveau des mœurs. La personne qui prototype le sous-vêtement ou le vêtement grande taille, si elle-même est en 36, elle ne peut pas visualiser les contraintes que nous, on peut ressentir au Mmh. porter. Elle peut pas imaginer, c'est pas un reproche pour elle, tant mieux tant mieux si elle a pas ce ressenti, mais on peut pas savoir, ce que ça fait, bah, d'avoir des hanches et de se retrouver, par exemple, avec un pantalon qui ne tient pas, au bouton de la taille, mais qui est trop serré, au niveau du bassin, en fait. Mmh. Elles ont pas ce souci-là, donc c'est ce qui fait partie, moi, de mon projet, c'est que je m'attelle à la grande taille en disant: «Je sais ce qu'on ressent et je connais un certain nombre de problématiques», même si elles peuvent être différentes, encore une fois, mais c'est plus facile de faire et de parler de quelque chose qu'on connaît. Mmh. Donc si derrière, tout ça, on a, des gens qui n'ont pas de problématiques, qui ne sont pas ronds, qui n'ont pas de courbes ou de choses particulières et qui rentrent dans les standards, ça plus, la façon de fonctionner, la façon de penser, on n'arrive à rien. Oui, On c'est ça. n'évolue pas, on n'évolue pas comme on devrait évoluer. Mmh. On a beaucoup plus évolué sur plein d'autres sujets, l'homosexualité, par exemple, ou les sujets il y en a plein et tu en as traité, une bonne partie, donc je vais pas revenir là-dessus, mais je pense qu'on a évolué sur un certain nombre de sujets. À l'inverse, les rondeurs et les formes ont toujours été là depuis des années. On a beaucoup moins évolué là-dessus, Mmh. en tout cas en France, parce qu'il y a certains pays qui ont quand même plus évolué et c'est vrai que moi, j'ai certains patrons, certaines matières que je vais trouver
que dans certains pays qui justement ont plus évolué sur la grande taille. Mmh. Je commande beaucoup, en Suède. Je sais qu'en Allemagne, ils sont beaucoup plus calés en grande taille et là encore, on n'est pas sur les mêmes tableaux. Eux, ils ont évolué différemment sur leur gradation, sur, l'appréhension des rondeurs. Donc je pense que voilà, il y a plein de choses qui sont liées, mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas évolué psychologiquement sur ça, on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien. C'est pas Mmh. possible. Tant qu'on mettra un frein à dire, «Cette jeune femme, elle est ronde, ben, il faut pas l'habiller, il faut qu'elle maigrisse». On va l'orienter plutôt vers une opération que, On lui met un sac. heu, tant qu'on se dira: «Bah, on va l'habiller», je dirais temporairement parce qu'à un moment donné, pour sa santé, de toute façon, il faut qu'elle perde du poids. Tant qu'on restera bloqué là et qu'on n'essaiera pas de mettre en valeur cette même femme pour qu'elle se sente mieux et que finalement elle perde du poids juste parce qu'elle se sent bien ou qu'elle n'en perde pas parce qu'elle se sent bien comme ça, on restera bloqué. Ouais et puis on a encore beaucoup aussi cet amalgame de, grosse égale mauvaise santé. Oui et grosse veut dire forcément qu'on mange mal. Aussi, ouais. Qu'on est, en train de manger des chips à tout va et et du fast-food, il y a énormément de pathologies qui justifient, le fait de prendre du poids, ou d'avoir, une morphologie différente. Mmh. Là, j'avais certaines candidates, des Miss Curvy, on parle beaucoup du lipodème. C'est vrai que pour elles, c'est difficile, mais c'est douloureux et c'est une pathologie, c'est une réelle maladie. Donc il faut arrêter de regarder ces personnes en se disant: «Bah, ah bah, la grosse là, bah, elle a dû bien manger chez McDo». Bah, non, elle a du lipœdème, elle y peut rien. C'est un petit peu limité comme raccourci, mais c'est Mmh. c'est vraiment l'image, on se dit forcément: «Elle est grosse, donc elle mange mal et elle fait pas de sport» et j'ai en tête une influenceuse qui fait du lipodème justement, Harmonie, non? ouais, Harmonie et Harmonie, elle met des stories et on la voit régulièrement. Elle est ultra sportive. Mmh. Elle danse, elle a une souplesse, mais pour autant, bah, elle a sa corpulence, bon, il y a le lipodème qui s'ajoute à ça, elle en parle beaucoup et elle fait beaucoup évoluer l'image dessus et c'est une très belle femme avec ses courbes, mais on est encore, trop peu entendu, Mmh. finalement. C'est vrai. Et du coup, toi, quand tu as ouvert ton entreprise et que tu as commencé à essayer de vendre, comment ça a été reçu? Pas très bien. Le projet en soi, il plaît. Sur le papier ou dès que j'en discute, il plaît et on a conscience qu'il y a un besoin, Mmh. là-dessus. Après je suis peut-être pas dans la bonne zone, peut-être encore un peu trop rurale, je ne sais pas. Il faudrait aller peut-être dans les plus grandes villes et encore je sais pas, mais le retour il est pas bon. Alors, bon, déjà le fait de faire de la lingerie, on part dans le côté un peu plus intime que de Mmh. faire du vêtement. Il y a un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus farouche en fait des gens qui vont pas oser trop regarder la culotte de face parce que peut-être que peut-être qu'elle va leur sauter dessus, je ne sais pas. Hem, donc les gens ont tendance à tourner à l'humour plus, justement pour, voilà, j'ai fait le marché les gens me contournent un peu au cas où j'allais les forcer à acheter une culotte. Les gens osent pas regarder ou un regard moqueur ou je c'est ouais, je peux pas dire qu'il y ait eu un accueil, franchement chaleureux. Tu as eu des remarques, par rapport à ça? J'ai eu que ça. Heu, bon après, il y a toujours mon côté estime de moi qui est là et qui est pas très élevé donc forcément, les remarques, je les prends un peu plus, à cœur. C'est mon côté sensible, mais j'ai pas envie de toute façon de les prendre, avec de la hauteur parce que ça me touche personnellement, ça me touche en termes de travail, ça me et puis c'est du vécu. C'est de la récurrence en fait, depuis des années. Quand on est à l'école, on se dit: «Bon, les enfants sont pas tendres entre eux, ils ont pas de filtre». Les adultes sont pas beaucoup plus gentils et plus tendres dans leurs mots donc oui, des remarques, j'en ai régulièrement et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté les marchés, et les salons parce que c'était beaucoup d'investissement, de la fatigue pour ne pas capter l'attention des personnes concernées
et recueillir les remarques, des gens qui pourraient être concernés, ceci dit, mais qui sont désagréables. Donc j'ai en tête, 2 petites dames qui se baladaient sur un salon, tranquillement et puis, la dame très discrètement met un coup de coude à sa copine en lui disant: «Regarde cette culotte! Mais tu as vu la taille de cette culotte? Qui rentre là-dedans?» Et c'est vraiment les termes, hein, c'est et moi je suis là et j'entends tout et j'ai même pas de mots, en fait, pour répondre à ça. Parce que je vois juste, une dame qui fait quand même un bon 40-42 facilement, qui est pas non plus filiforme. Donc le regard qu'elle a sur mon travail, sur les heures que j'ai passées à faire cette culotte, bah, il est blessant forcément et puis, bah, d'autant plus que la culotte, en l'occurrence, qu'elle regardait, c'était la mienne et c'était ma taille en taille 48. Donc qui rentre dans cette culotte? Bah, moi et beaucoup d'autres femmes au final. Bah oui. Donc j'ai même pas de mots pour, répondre à ce type de personnes. Je voudrais leur répondre, mais je pense que ça n'aurait aucun impact. Ils sont cloîtrés dans leurs préjugés, dans leurs jugements. Moi, je pense qu'à ta place, je serais allée vers cette dame et «Vous voulez un renseignement, madame?» pour montrer que tu as entendu ce qu'elle a dit. Et lui préciser que tout est fait main avec cœur et que tu mets du cœur à l'ouvrage et elle se serait enfin, je pense qu'elle se serait sentie très bête. Mais après, Je trouve faut qu'on oser, quoi. moi, je trouve qu'on est surpris des réactions, Des gens. des gens. Je suis même pas sûre que quand bien même j'aurais expliqué combien de temps j'avais mis à faire cette culotte, le cœur que j'avais pu y mettre, je suis même pas sûre qu'elle serait revenue sur, ses paroles et aurait relativisé un petit peu, en fait. Mmh. C'est un préjugé qui est quand même très j'ai eu une autre dame une fois sur le marché qui prenait un document qui me servait pour moi, à mettre les mesures, donc qui n'avait pas réel intérêt pour elle. Donc je lui dis: «Mais prenez plutôt la carte de visite, au moins vous avez les coordonnées pour me contacter si besoin». Et donc la dame me regarde, elle me dit: «Oui, oui, bah, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-fille parce qu'elle est tellement énorme». Et je me dis: «Mais sa belle-fille, elle m'appellera jamais. Le jour où elle va donner cette carte de visite, si elle la donne avec autant de mesquinerie, de préjugés, elle est tellement énorme. Mmh. C'est sa belle-fille, enfin, quand bien même ça serait même une amie ou qui que ce soit d'autre, énorme. Heu, Moi, je trouve que c'est ses propos qui sont énormes, finalement. C'est énorme d'avoir autant d'indélicatesse et de préjugés et enfin, je j'ai jamais eu d'appel, hein, je pense qu'elle m'appellera jamais, cette jeune femme, mais c'est dommage parce que, Mmh. bah, du coup, ça transmet une idée de ce que je fais qui est pas bonne, et ça me laisse même pas la possibilité d'en débattre et de prôner un petit peu ce que je fais, Mmh. avec les bonnes personnes, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est pour ça que depuis l'année dernière et cette année, ça a été renouvelé, je travaille avec les Miss Curvy, qui sont donc, des jeunes femmes à courbes, où on prône le fait de s'accepter tel qu'on est, d'être bien dans son corps tel qu'il est, et même si on est ronde, même si on fait une taille, 50-56, enfin, il y a toutes les morphologies, il y a toutes sortes. Des jeunes femmes de 18 ans qui ont vécu du harcèlement, qui sont là pour, enfin mettre ça derrière eux et prendre leur revanche quelque part. Parce que quand elles sont élues, qu'elles ont la couronne, et puis qu'elles ont une mission d'aider toutes les femmes dans une situation délicate comme elles, à cause de tout ça, enfin, c'est une revanche, exceptionnelle et c'est par là que j'essaie de travailler pour essayer de capter, du coup, les femmes qui en ont besoin et qui sont prêtes aussi. Parce qu'il faut être prête aussi d'avoir envie d'évoluer et d'avoir envie d'essayer de s'assumer un peu plus. Tout à l'heure, tu disais que, une personne qui faisait du 36 réfléchirait pas peut-être aux besoins d'une femme qui fait du 48, 50. Est-ce que tu penses que si toi, par exemple, tu avais fait un 36,
tu aurais fait une gamme de taille aussi large? Honnêtement, non. Alors j'ai fait du 36. J'ai eu une période où j'ai fait énormément de sport, j'avais pas encore eu d'enfant aussi, donc la morphologie est différente, le corps est différent, l'âge aussi. On on récupère plus, on est plus souple, tout ça. Donc j'ai eu une période effectivement où je faisais du 36 et je dirais que c'est vrai qu'on oublie vite. On oublie vite tous les problèmes qu'on peut avoir. Alors, type, il fait beau, on met une jolie robe et puis, ben, les cuisses, qui frottent, on est vite embêté, il faut prévoir le short. On n'a pas ce problème-là en 36. Donc, non, je pense que le projet, il aurait jamais existé si j'étais restée en 36. Bien Mmh. sûr que, heu non, il aurait pas existé. Je pense que j'aurais pas pensé à aller aussi loin dans les tailles, mais parce que, encore une fois, j'aurais pas été en capacité de me mettre à leur place, de comprendre les problématiques que j'aurais oubliées, certainement. Hem et puis le rapport de confiance aussi. Mmh. Moi, je sais que personnellement, je vais dans une boutique acheter, un vêtement et j'ai en face de moi quelqu'un qui est très fine et que tout lui va. Je vais être beaucoup moins en confiance sur les conseils qu'elle va me donner Mmh. et en général, même si c'est pas toujours le cas, on peut tomber sur des très bonnes vendeuses, qui vont bien savoir nous conseiller, mais en général, on nous conseille quelque chose qui nous va pas du tout à la morphologie. Mmh. Bon, après ça reste limité, encore une fois, dans les magasins, il y a tellement peu de choix que la pauvre, elle va se dire, bah, entre un jean comme ça et puis une robe comme ça, qu'est-ce que je lui propose? Elle a pas trop de choix non plus. Mais, souvent on est déçu du conseil et je pense que je suis capable d'apporter un conseil plus personnalisé et me mettre beaucoup plus à la place des personnes en situation, de surpoids en général. C'est beaucoup plus facile pour moi et le rapport de confiance se crée beaucoup plus facilement. Mmh. Mais là encore, je fais ce que moi j'attends aussi. Enfin, c'est un ressenti, peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Pour moi, ça me paraît plus facile de discuter avec quelqu'un qui a les mêmes problématiques et qui va peut-être avoir poussé la recherche plus loin parce qu'elle-même, elle a cherché Mmh. et qui demande plus de recherche, plus de temps, elle va avoir pris ce temps-là. Que quand, on n'a pas de souci, pourquoi aller faire des recherches et se compliquer la vie si on n'a pas le souci? Donc oui, de toute façon, le projet est lié à tout ça, mais voilà, oui, si j'étais restée mince, après mon régime, et que j'étais restée en taille 36, bien sûr que je serais pas là aujourd'hui, et je ferais pas les mêmes choses, c'est certain. Mmh. Ouais, parce que en fait, tu vois, je te pose cette question parce que, toi, aujourd'hui, admettons, tu fais du 48, ça t'empêche pas de descendre les tailles jusqu'au 34 et de monter jusqu'au 50, tu vois? Tu restes pas que dans ta tranche. Je veux pas reproduire ce qui se passe, je veux pas exclure qui que ce soit. Mmh. Je veux pas, exclure une jeune fille en 36 qui aurait envie enfin, qui aurait flashé, par exemple, sur un modèle, une couleur que je propose. Je veux pas lui dire: «Ah bah non, vous êtes mince, moi je vous prends pas. Ça m'intéresse pas, je prends que les grosses». Non. Je veux pas, voilà, je veux pas mettre qui que ce soit, de côté, donc je fais toutes les tailles. Après, je précise quand même que je suis spécialisée grande taille, c'est important parce qu'il y a certaines choses, que je vais pas pouvoir proposer. Par exemple, un soutien-gorge avec, une coque ou du rembourré, c'est des choses que je vais pas faire. Parce que souvent en grande taille, en bonnet profond, on n'a pas envie d'avoir encore en plus de l'épaisseur et du volume. Donc c'est des techniques auxquelles je me suis pas formée volontairement, parce que je pensais pas en avoir besoin et donc c'est quelque chose que je vais pas proposer, même dans des petites tailles et des bonnets un peu plus menus. Donc ça peut manquer. Mmh. Mais pour le coup, j'exclus personne, mais je souhaite qu'on s'adapte plus à nous, les rondes 42 et plus, que l'inverse. Parce que l'inverse, on l'a déjà au quotidien, donc la grande distribution s'adapte déjà, je pense qu'il y a pas de besoin là-dessus. Et donc je préfère que je me cale sur la grande taille, sur le bien-être des femmes à courbe et qu'elles trouvent leur bonheur et qu'elles soient bien. Maintenant, si quelqu'un dans une taille plus classique le veut, et ben, c'est ouvert à tout le monde. Mais je me calque toujours sur la grande taille. Idem pour mes prix. Mmh.
C'est quelque chose qui me pose problème dans la grande distribution. On voit quelque chose de joli en taille 36 à pas très cher et on prend facilement, 10 €, parce qu'il y a plus de tissu. Oui, en soi, techniquement, c'est vrai. Il y a plus de tissu, mais bah, ça fait partie de la grossophobie. Payer plus cher parce qu'on est plus ronde, je j'accepte pas. Mmh. C'est pas possible. Donc moi, je fais l'effet inverse, j'ai un tarif unique qui est basé sur ma grande taille avec autant de tissu qu'il en faut, et c'est, effectivement la taille 36 qui va payer le même prix que la taille 48 ou 60. Mais, bah, encore une fois, je suis à contre-courant où j'essaye de faire l'inverse. Mmh. Le standard, il est plus au 36, il est, au 46. Mmh. Pour moi, la taille standard aujourd'hui dans la société, c'est plus une taille 46. Mmh. Donc, je me base sur ça, c'est ça mon standard. Et est-ce que tu as créé une collection ou tu fais vraiment à la demande de tes clientes? J'ai pas créé de collection parce que, l'objectif, c'est justement d'avoir, quelque chose qui nous ressemble et qui soit unique puisque chaque femme est unique, que ça soit par sa morphologie, sa façon de penser, sa façon de se tenir, son parcours, tout simplement. Donc l'objectif est pas de faire de la série, même si j'entends que c'est pas le plus rentable, mais c'est pas mon objectif. Mmh. Non, je fais pas de série, je fais tout à la demande. Donc j'ai des produits, je dirais, classiques que je vais proposer. Par exemple, une culotte qui peut être, une culotte classique ou version dentelle, selon les préférences. Après, on va choisir la forme, si on préfère, bah, plutôt la forme tanga, la forme string, shorty ou culotte, enfin, je m'adapte aux morphologies et je laisse soin aux clientes de choisir leurs imprimés, leurs dentelles, donc j'ai un catalogue avec plein de choses que j'ai en stock et qu'elles peuvent choisir, mais je m'adapte à toute demande. Si la demande elle est, sur complètement autre chose ou un motif particulier, je vais faire une recherche et essayer de satisfaire un maximum la cliente, que ça soit par la forme, par le confort, par la couleur, toutes ces attentes, j'essaie de les remplir, au maximum, en fait. Mmh. Chose qu'effectivement on ne trouvera pas du tout, moi j'ai envie qu'on se retrouve, que ça soit donc en maillot de bain à la piscine, parce que c'est les culottes on les montre un peu moins, au quotidien, c'est plus caché, mais moi je veux qu'on se retrouve à la piscine et que, au lieu de se dire: «Bah cette femme, ah bah elle est vachement grosse», qu'on se dise: «Han! Il est super beau son maillot, il la met en valeur, et puis je l'ai jamais vu nulle part». Mmh. Et puis que quand on lui demande, «Ah bah, tu l'as eu où ton maillot?» ils disent, «Bah, c'est un modèle unique». C'est un modèle unique, le fait de pouvoir dire, bah, que c'est français, fabriqué, en France, éventuellement en Normandie si on va dans les détails, mais d'avoir un produit, voilà, fait main, ou encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure, que ça vient pas d'un pays, on ne sait où, fabriqué par des petits enfants dans une cave. Bon, ça fait un peu, cliché, mais globalement, voilà, donc moi, c'est fabriqué là, dans mon petit atelier, dans des conditions, que j'essaie de mettre les plus agréables possibles. Psychologiquement, ça change beaucoup de choses et voilà, faut que ça avance, faut que ça prend du temps. Mmh. Un jour, peut-être. Et comment tu procèdes, du coup, pour, avant de faire le modèle? Il y a une cliente qui vient te voir, qui est avec une demande spécifique. Comment tu procèdes pour que ça soit bien ajusté à sa taille et à sa morphologie? Je vais passer par une étape de prototype. Dans tous les cas, je confectionne le modèle Mmh. dans un tissu lambda, peu importe. L'idée, c'est de voir, bah, comment il se met sur la personne. Est-ce qu'il va y avoir des retouches à faire? Je vais retoucher s'il faut faire 2, 3, 4 prototypes. On fait 4 prototypes jusqu'à atteindre quelque chose qui nous convient. Mmh. Que ça soit moi en termes, de technique et de résultats, que la personne en termes de confort et visuellement, que ça corresponde à ses attentes. On prototype, on jusqu'à ce qu'on atteigne, ce qu'on a besoin. Donc, du prototype, de l'essayage, ça prend du temps. Alors c'est sûr que, bah, on n'arrive pas, «Bonjour, je prends ce modèle dans telle taille» et on repart avec, 2 minutes plus tard, on est à la caisse. Ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus long, mais je pense que ça vaut le coup.
Mmh. de passer par des prototypes, refaire un essayage, redéfinir tout ça, le temps que je fasse mes recherches aussi, de trouver le bon modèle, dans la bonne taille, dans le bon tissu. Mmh. Tout ça, ça prend du temps. Et est-ce que forcément, faut que la personne, elle vienne dans ton atelier pour que tu prennes les mesures ou ça peut se faire à distance? Ça peut se faire à distance, après tout dépend de la problématique et tout dépend si la personne est plus ou moins rigoureuse ou pas. Mmh. Parce que si la mesure est prise à peu près, forcément que mon travail va ressortir à peu près. Mmh. Je peux pas être hyper assidue, hyper carrée sur ce que je vais faire si j'ai une mesure à peu près. Donc Mmh. c'est vrai que je préfère, et ça rassure les clientes en général, que ça soit moi qui prenne la mesure parce qu'elles sont sûres de pas faire, de pas se tromper ou de pas avoir un souci. Les mesures sont pas toujours évidentes à prendre seules également. Maintenant, bah, il y a des femmes dans toute la France qui en ont besoin, donc il y aura un moment donné où effectivement, peut-être que ça sera par visio, que je tenterai d'aider pour la prise de mesure, que j'enverrai des prototypes. À un moment donné, il faudra peut-être, faire, à distance. Après, tous les cas ne sont pas compliqués non plus. Mmh. Des fois, il suffit d'un regard, je dirais professionnel avec le recul pour se dire: «Bah là, ça va pas» ou il y a tellement de femmes qui connaissent pas leur taille de soutien-gorge et Mmh. qui en comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants, hein. Là encore, j'ai eu une cliente là qui m'assurait que sa taille était 95D. Je lui ai essayé un 95D, je trouvais que ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui donc j'essayais de trouver ce qui me posait problème. Et elle me dit: «Bah, je sais que c'est pas ma bonne taille, j'ai recommandé», elle avait recommandé un 100D. C'est-à-dire qu'elle avait pris un tour de dos plus grand. Mmh. Sauf que moi, le problème que je voyais, c'était un bonnet qui n'allait pas. Le tour de dos était bien, ça lui tenait bien, elle avait pas la poitrine qui passait en dessous, enfin, ça me paraissait bien, et pour moi, il manquait un bonnet. Elle a quand même commandé cette fameuse taille avec le tour de dos plus grand et une fois reçu, elle me dit: «Ah bah oui, non, en fait, ça va pas du tout». Donc je lui ai dit: «Bah, commande plutôt un 95E pour avoir un bonnet supplémentaire pour donner de la place un peu à ta poitrine et c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais sur simple essayage, comme ça au détour et ben, la différence entre, le chiffre et la lettre est encore très floue, Mmh. dans les têtes des gens et ce qui n'aide pas, c'est comme on disait tout à l'heure, d'une marque à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, bah là, on était, sur une marque Playtex, où elle met plutôt un 95E en Playtex, mais ça veut pas dire que dans une autre marque, elle mettra pas un 100D ou autre chose. Donc d'une marque à l'autre, c'est compliqué et c'est pour ça que je passe par le prototypage. Puisque moi, je travaille avec un patronage qui est encore différent de rouge-gorge, de Playtex et autres. Donc l'idée, bah, c'est de trouver, la taille réelle de la personne, avec la marque et le patronage avec lequel je travaille. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment, on mesure le bonnet? Comment on mesure le bonnet? Le bonnet est forcément relié au tour de dos. Les 2, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire on va pas pouvoir déterminer un bonnet si on n'a pas déterminé le tour de dos. D'accord. Moi j'ai des tableaux, alors pareil, c'est des normes, hein. Je prends les mesures et dans mon tableau, ça me donne une taille, je dirais, de départ pour évoluer et faire des essayages. Mais globalement, en fait, on prend, le tour de dos qui se trouve vraiment juste en dessous de la poitrine, Oui, sous les seins. voilà, qu'il faut bien prendre parallèle et prendre, ni trop serré ni pas Ouais, on assez. baisse pas dans le dos ou on baisse pas, faut Qui vraiment est que ça soit compliqué de bien. prendre tout seul du coup, parce qu'il faut vraiment, que le maître ruban soit bien parallèle. Et bien prendre en dessous du sein et cette mesure-là alliée à une autre mesure pareil bien parallèle sur le saillant du sein, donc le plus bombé, Mmh. la différence entre les 2 nous donne le bonnet. D'accord. Mais le tour en dessous va déjà nous donner une indication de quelle colonne, je dirais, dans le tableau des normes on va prendre et l'autre va nous donner effectivement le bonnet. Mais si on n'a pas le tour de dos, on n'a pas le tour de bonnet et si on prend mal sa mesure et ben, ça on change de colonne dans le tableau et ça fausse tout. Donc c'est Mmh. vraiment des mesures qui sont à prendre, vraiment enfin, c'est très minutieux, c'est très précis
et c'est pas évident à prendre seul, et quand bien même on l'a prise de manière rigoureuse, ça veut pas dire que c'est la taille définitive, voilà, il y a plein de choses qui jouent. Hem, voilà, c'est pas évident. C'est un métier, hein, Oui, puisque chaque poitrine, en fait, a sa particularité au final. Il y a des formes de poitrine différentes, il y a des envies différentes aussi. Mmh. Certaines aiment, comme moi, être très serrées, maintenues, c'est calé, ça bouge plus. Et il y a des femmes qui supportent pas, qui ont l'impression de plus respirer dès qu'elles sont un peu trop serrées, donc c'est complètement variable, faut s'adapter. Bah, je pense que heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui font vraiment du sur mesure parce que, il y a beaucoup de femmes, enfin moi je vois souvent sur, les réseaux sociaux, où, la première chose qu'elles font en rentrant après, leur journée de travail chez elles, elles retirent le soutien-gorge. Je vais pas les blâmer, et quand bien même on a un très bon soutien-gorge sur mesure, c'est toujours, une libération. De quand même, enlever son soutien-gorge, à la fin de la journée. De toute façon pour la peau, pour, respirer, pour, le dos, pour tout, c'est bien. Après, c'est mieux effectivement d'avoir dans la journée un bon soutien-gorge qui maintient et qui nous pulvérise pas le dos encore un peu plus. Mais alors je vais pas pallier au fait qu'on ait envie d'enlever son soutien-gorge en rentrant. Ça je 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 vais pas changer ça, et en soi, c'est pas une tare, donc bon, par contre, je suis pas très adepte du no bras, la tendance no bras. Je pense que ça marche pour, des petites poitrines, mais quand on a une forte poitrine, le no bras dans la rue avec sa petite robe d'été, je suis pas convaincue. Alors peut-être que j'ai des préjugés aussi du coup, et que je m'y ferai un jour, mais bon, moi je en même temps, je vais pas prôner de ne pas porter de soutien-gorge alors que j'en fais sur mesure et que j'en vends. Ça serait quand même dommage. Mais bon, Bah, moi, j'avoue que je suis plutôt adepte, hein. Les journées où j'ai pas à sortir de chez moi ou quoi, je mets rarement un soutien-gorge parce que, en fait, maintenant, je pense que j'ai à peu près trouvé ma taille. J'ai moins quelque chose qui me scie là, surtout sur les côtés. Je pense que j'avais des soutiens-gorge qui étaient trop petits au niveau du tour de dos. Et après, bah, des fois, les seins, c'est lourd aussi à porter. On remet un petit peu nos bretelles, etc. Mais c'est vrai que bah il y a enfin, j'ai des vêtements où justement, bah, en fait, je peux, caler mes seins et être, en gros un peu tranquille et sans que ça bouge de trop. Ça, j'aime bien. Mais, plutôt que porter un vrai soutien-gorge, quoi. après, soutien-gorge veut pas forcément dire soutien-gorge, très serré avec armature. Moi, depuis déjà quelques temps, je porte des soutiens-gorge sans armature, et je revis. Enfin, l'armature qui blesse, le fait d'avoir juste un bon élastique en dessous de la poitrine qui maintient et qui permet de respirer sans blesser en dessous, on a quand même, même avec un très bon soutien-gorge, on a quand même le corps qui se fatigue au fur et à mesure des années, d'avoir les bretelles, qui serrent, sur le côté, donc il y a des soucis de taille, c'est vrai, mais il y a aussi, le corps qui est harnaché tout le temps et qui fatigue à un moment donné, hein. Mais moi aussi, hein, à la maison, j'ai pas de soucis, mais d'ici à aller, dehors, faire mes courses sans, je pense qu'il y a un petit fossé pour moi. Je veux bien, hein, chez moi, oui, si j'ai pas besoin de sortir, je suis tranquille, oui, ouais. On va avoir ce côté un peu, reposant, de ne pas en porter, mais je me verrais pas sortir, sans rien. Non. Et du coup, est-ce que tu fais aussi des soutiens-gorge sans armature? C'est en projet, j'aimerais beaucoup puisqu'effectivement, moi je porte ça et je trouve ça très confort. Il y a de la demande dessus. Ça faisait partie de ce que j'annonçais, je dirais dans le projet initial, et je me rends compte confrontée à un manque d'accès aux matières. Mmh. Tout simplement parce que, c'est des matières vraiment spécifiques qui sont créées, et souvent qui sont créées par la marque Mmh. qui confectionne ça.
dans leurs usines directement, voilà, il y a certainement un brevet, des choses particulières et en tant que professionnelle, en fait, je n'ai pas accès à ces matières-là. D'accord. Je suis loin de pouvoir les produire moi-même. Donc, pour l'instant, j'ai pas accès aux bonnes matières pour pouvoir sortir un soutien-gorge sans armature qualitatif. Puisque là encore, ma problématique, c'est, pas d'en sortir un pour en sortir un, de sortir un soutien-gorge sans armature qui soit, qui corresponde aux exigences que j'ai, et pour l'instant, j'ai pas les matériaux pour. Mmh. Donc en projet. En projet, à étudier, de la recherche, peut-être de la technicité à récupérer, formation spécifique, je sais pas. Mais, Mmh. c'est en projet pour l'instant, à voir. Alors je parle, soutien-gorge sans armature encore une fois, quand je dis ça, en projet pour de la grande taille. Oui. Parce que oui, du soutien-gorge sans armature sur un bonnet C par exemple, c'est absolument pas un souci. Mmh. Parce qu'on n'a pas le même poids à supporter, on n'a pas je parle en grande taille, hein. Passer bonnet E, soutien-gorge sans armature, si j'ai pas les bons matériaux, Mmh. là, ça le fait pas. C'est le plus important aussi, d'avoir un minimum de maintien. Bah, voilà, je vais pas créer quelque chose si ça correspond pas aux attentes que j'ai et je pense être assez exigeante. Mmh. Parce que je dis souvent, je suis la première cliente et je suis une cliente qui est plutôt chiante. Un peu beaucoup même. Heu, dédicace à la personne chez qui j'ai acheté mes soutiens-gorge pendant 10 ans, qui m'a supportée. Je suis exigeante vraiment, beaucoup au maintien, à l'esthétique, à la dureté aussi dans le temps parce que, ben, quand on a une forte poitrine et qu'on n'a pas 10 soutiens-gorge de change. Mmh. Donc on les épuise en général, moi souvent j'en ai 2 ou 3 maximum. J'en ai 2 que j'alterne. Donc il faut voir à quelle vitesse ils vieillissent et d'où l'importance des matériaux. Parce que si je les porte une fois et qu'ils sont fichus, c'est pas possible. Je vais avoir mis tellement d'énergie à en trouver un qui me va, il faut qu'il dure. Voilà, sortir quelque chose qui est pas pertinent, je préfère rien sortir. Mmh. Et donc faut travailler là-dessus. Du coup, tu fais pas que des sous-vêtements, tu fais, du coup des maillots de bain, des nuisettes? Donc nuisette, maillot de bain 1 pièce, 2 pièces. Donc les bas, donc culotte, tanga, shorty, string selon la forme qu'on souhaite. Les soutiens-gorge donc avec armature, sans armature en projet ou petite taille. Pas encore eu de demande, mais je fais des porte-jartelles aussi. Pour D'accord. assumer sa féminité même en grande taille, ça peut être sympa. Et puis, ben, je me dis que un jour, peut-être, si ça fonctionne bien, j'aimerais évoluer sur du vêtement grande taille. Mmh mh. J'aimerais beaucoup pouvoir proposer, aussi des vêtements, dans cet univers-là coloré, puis adaptés à la grande taille. Mais pour l'instant, voilà, c'est lingerie féminine, maillot de bain et linge de nuit. Je vois que tu as un super modèle, d'accroché, je le prendrai en photo et je le mettrai parce que je le trouve très joli celui-là. Le noir et rouge là, la petite nuisette? Ouais, ouais. C'est la nuisette que j'ai fait à thème pour, la Saint-Valentin. Il y a des petits cœurs, au niveau des boutons. Donc j'avais fait un thème, Saint-Valentin, noir et rouge, c'est, sensualité, pour la Saint-Valentin, Mmh. et je voulais faire, ça viendra peut-être. Pour la Saint-Valentin, je voulais proposer des coffrets justement avec, le boxer pour hommes et la culotte ou le tanga pour femmes, plus ou moins assortis sur un motif, un peu rigolo ou à thème. Enfin, je pensais à un motif, peut-être bisou. Mmh mh. Surtout que d'autant que comment dire? Les boxers pour hommes sont de plus en plus fantaisie justement avec des motifs comme ça, avec des motifs, je pense à ce motif-là, des motifs bananes, ce genre de choses un peu rigolos. D'essayer de proposer un coffret Saint-Valentin, homme-femme. Mmh. J'ai d'ailleurs, derrière un mannequin justement, un mannequin homme, juste pour le sous-vêtement que j'ai conservé en vue de faire ça par la suite. Donc essayer de faire ça, mais bon, je vais pas pour autant développer, je pense la gamme homme, quoique j'ai déjà fait pas mal de boxers, pour mes proches, ma famille et que en général ça plaît bien.
J'avais eu un motif, Kamasutra qui avait beaucoup plu. Ah oui? Bah, soft, hein, pas non plus, mais c'était, voilà, c'était, des petits emojis, des différentes positions à faire, et j'avais fait des boxers hommes et bah, ça plaît bien, hein, c'est tendance en général, donc ça peut être des petites choses en plus. Et puis, derrière toi aussi, j'ai commencé à faire un petit porte-monnaie. Oui, porte-monnaie culotte, hein, trop Voilà, parce que, bah, souvent, les petites filles quand elles passent devant mon stand, elles aiment beaucoup parce que c'est un univers qui est très C'est coloré, joli. très girly, donc ça plaît aux petites filles et bah, je fais pas de culottes pour petites filles. Peut-être ça viendra un jour, mais à défaut, pour que la petite fille reparte pas forcément, déçue si sa maman achète une culotte, bah, je fais des petits porte-monnaie culottes colorés pour qu'elles mettent leurs petits sous, tout ça, je suis sûre que ça va plaire. c'est trop mignon. Donc voilà, on essaie de faire des petites choses à côté. Je m'adapte toujours pareil, à la demande, aux envies, je suis toujours à écouter, les bons conseils. Mmh. Les remarques me touchent certes, mais quand, il y a des gens, je rencontre aussi des personnes hyper, bienveillantes, hyper gentilles, avec qui il y a des échanges très intéressants et effectivement, bah, c'est une connaissance et une cliente qui m'a dit: «Mais tu devrais faire des petits porte-monnaies comme ça». Voilà, donc j'évolue et en fonction de, ben, ce que les gens ont besoin, envie, je m'adapte. Mmh. Bah, c'est super Du de pouvoir sur-mesure, échanger du avec début à la fin. Qui a un site internet en cours de Oui, oui. création, ça mais comme je sais pas, quand ou comment, parce que pour me contacter, je sais que les gens ont souvent du mal à appeler. Donc il y a les réseaux sociaux, mais pareil, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Je pense que le site internet peut apporter un plus. Mmh. Après, bah, la difficulté du site internet, je pense qu'il est bien parce que ça va donner un petit peu de visibilité et c'est rassurant aussi, en termes de professionnalisme pour les gens d'avoir un visu sur un site internet. Maintenant pour moi, ça reste une difficulté parce que j'ai peu de stock, puisque là encore, comme c'est des pièces uniques sur demande, Mmh. voilà, j'ai quelques modèles que j'ai faits pour qu'on se rende compte, qu'on se projette sur les motifs, les associations. J'ai peu de stock, parce qu'en général, on va me dire: «Ah bah, j'aime beaucoup ce tissu, mais moi je le voudrais plutôt avec ça et un tel». Mmh. Donc je fais peu de stock, aussi parce que j'ai pas, des métrages et des métrages de matière. Le but est pas d'avoir, 50 mètres du même tissu pour que, au final, on se retrouve avec le même maillot de bain, à la plage ou à la piscine. Donc le site internet aura peu de choses en stock finalement, mais permettra peut-être, aux personnes de me contacter plus facilement peut-être, via le formulaire de contact ou pour que je puisse les rappeler ou me poser des questions qu'ils osent pas forcément par téléphone. Mmh. J'ai peu d'appels. Les gens ont peur d'appeler, comme si j'allais les obliger à acheter quelque chose, comme si j'allais faire payer mon conseil, alors que pas du tout, au contraire. Échanger avec quelqu'un qui a une problématique, c'est toujours intéressant. On parlait tout à l'heure des prototypes. Tout ce qui est prototype, c'est pas payant. Mmh. C'est le modèle définitif qui est payant, les prototypes ne sont pas payants et les gens ont toujours peur de me faire perdre du temps alors que pas du tout. Moi, chaque prototype que je vais créer, ça va être une taille nouvelle qui pourrait éventuellement me resservir pour une future cliente qui sera dans la même taille. C'est, bah, de la pratique et il y a rien de perdu, en fait. Mmh. La dame, je peux très bien, me retrouver à lui faire, 3 prototypes et puis que, ben, finalement, pour X raisons, hein, je ne sais pas, finalement, heu ça n'aboutit pas, il y a pas d'obligation d'achat. Tout est source d'expérience. Il y a ce projet, il est né de plein de choses, mais il est né aussi pour un côté humain, justement, par rapport aux remarques désobligeantes qu'on a au quotidien et cetera. Il est là aussi pour panser un peu les plaies, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai un besoin d'échange et en général, les personnes en face ont le même vécu, ont eu le même harcèlement, les mêmes remarques désobligeantes. C'est un échange vraiment qui est, en tout cas pour moi, et le retour que j'en ai, est très agréable et fait du bien. Quand bien même au bout, il y a pas d'achat, un contact est toujours bon, que ça soit Mmh. pour échanger avec quelqu'un qui comprend,
que pour essayer de trouver, une solution à son problème. Je suis pas magicienne, il y a des choses peut-être que je ne pourrais pas réussir à faire, mais c'est jamais perdu. Donc bah, c'est vrai que, j'aimerais arriver à transmettre ça, le fait que, c'est pas parce qu'on m'appelle que je vais les obliger à acheter, un maillot de bain, un soutien-gorge. Il y a aucune obligation et quand bien même j'ai passé un peu de temps à travailler sur un projet, sur un questionnement que la personne a, moi ça me fait évoluer, ça me fait grandir sur un sujet que j'aurais peut-être, approfondi du coup. Mmh. Donc voilà, j'espère que le site internet, bah, permettra de montrer un peu plus, ce que je fais et donnera envie à des personnes de cliquer un peu sur le formulaire de contact, ne serait-ce que juste pour contacter. Sur, ton formulaire de contact, en fait, les gens pourront choisir déjà les tissus? Ce sera déjà en images ou pas? Hem, je ne pense pas. Alors moi, j'ai un catalogue physique qu'on peut consulter, toucher les tissus. OK. Hem, Ça, c'est souvent important pour les gens. Ouais. Pour moi aussi, mais pour les acheteurs, c'est important de toucher la matière qui va être, à même leur peau, de se rendre compte. F Ça, le site internet pourra pas le permettre, et de mémoire, quand on a un peu essayé de travailler ça, là, on est plus sur un site vitrine où on va pouvoir voir ce que je fais et me contacter pour voir ce qui est possible. Moi, dans mes rêves les plus fous, je voulais justement un site, e-commerce où, effectivement, les gens auraient pu dire: «Bah, voilà, moi, je voudrais une forme tanga, je voudrais cette imprimée, cette dentelle, dans telle taille». Mais là, on est sur un site e-commerce qui est, beaucoup plus cher, beaucoup plus complexe à faire. Très complexe parce que, bah, j'ai très peu de matière, donc il faut que ça prenne en compte mon stock et la possibilité de faire. Ça me paraît compliqué. En Mmh. tout cas, là, en étant, seule dans ma petite entreprise, ça me paraît très compliqué de gérer ça. Donc oui, pour l'instant, les personnes peuvent t'écrire leurs demandes, via, enfin, quand le site internet sera sorti, pourront te contacter en écrivant directement, Mmh. ce qu'ils souhaitent ou s'il y a des questions, qui se posent, quoi. Voilà, après le minimum de stock que j'ai, j'essaye de proposer à chaque fois, un tissu différent. Et Mmh. l'idée, c'est de proposer d'avoir une photo visuelle d'au moins un article, dans dans chaque tissu que j'ai en stock. D'accord. D'avoir quand même le visu de chaque tissu, sur au moins un article. Mmh. Du coup, tu disais que tu participais à Miss, Curvy, alors tu participes pas toi en tant que personne qui défile? Participe en tant que partenaire qui crée les maillots de bain. Les Miss Curvy, donc il y a plus de défilés en lingerie maintenant, voilà, il y a eu trop de regards négatifs là-dessus, donc il y a plus que sur les maillots de bain. Donc ils font, un défilé en tenue de ville, ils ont une robe de soirée, elles ont, voilà, mais donc moi je suis sur la partie maillot de bain. J'avais fait donc un partenariat l'année dernière avec les Miss Curvy Normandie. Donc où on a un certain nombre de maillots là dans l'atelier. Elles avaient eu carte blanche pour, choisir et la forme et la couleur et cetera. Donc 9 candidates qui avaient défilé dans mes maillots de bain et donc cette année, j'ai travaillé avec la Champagne-Ardenne, donc c'est un petit peu plus loin, mais c'est une région qui est très sympa. J'ai découvert cette région-là et le comité entre autres, est exceptionnel. J'ai pas d'autres mots. Et donc là, il y avait une DA, définie. Elle voulait un tableau royal, l'univers versaillais, elle voulait quelque chose de voilà, royal. Donc on est parti. Donc là, il y avait 11 candidates et on est parti sur le même maillot, une pièce pour toutes les candidates, avec donc le thème, royal. Mmh. Et donc il y a eu le défilé, donc ce week-end et donc bah, j'adore travailler avec les cœurs vifs. De toute façon, c'est exactement mon créneau. Bah, bien sûr. Elles sont, vraiment dans cette démarche de s'assumer, de s'accepter, en fait, quand elles s'inscrivent, elles ont, une année, de d'ateliers. Elles sont entourées, en fait, et elles vont avoir différents ateliers pour les aider
à gagner en estime de soi. Elles vont faire donc par exemple, un atelier colorométrie pour savoir, bah, quelle couleur porter, comment porter. Je sais que là, elles avaient fait, il y en a certaines qui font des ateliers de danse alors, je connais pas exactement les danses. Là, elles faisaient un peu de la danse du ventre, des choses comme ça. J'ai vu que dans certains comités, elles ont fait du pole dance. D'accord. Parce que, bah, c'est pareil, bon, c'est pas parce qu'on est ronde, qu'on a des courbes, qu'on peut pas faire de pole dance, qu'on peut pas, avoir une certaine sensualité, enfin, donc elles vont faire ce type d'atelier. Moi, je propose donc des ateliers, prise de mesure et bah, le but est de savoir quelle taille réelle on met en soutien-gorge et ne plus porter la mauvaise taille et cetera. Elles vont avoir des ateliers, je sais que là, elles avaient un atelier avec une chanteuse de cabaret pour pouvoir, bah, faire leur discours de manière audible dans le micro sans être trop près, trop loin du micro, enfin, voilà, elles sont formées sur ce genre de choses. Ils ont des partenaires, Kiabi est un partenaire, assez récurrent. Il était là en France. Là, c'était pareil en tenue de ville, Kiabi, était partenaire. Donc bah, pareil pour, savoir un peu s'habiller en fonction de sa morphologie. Voilà, c'est des coachings, c'est plein de choses et donc c'est une année où c'est rempli de, bah, d'expériences comme ça, qui font que, bah, elles vont évoluer et qu'à terme, elles vont arriver donc quand même sur une scène pour défiler, faire un discours, et le tableau maillot de bain est un tableau qui est souvent appréhendé forcément puisque, bah, elles se retrouvent sur scène en maillot de bain devant tout le monde. C'est un peu, l'apothéose, et donc elle défile en maillot de bain et donc moi, donc j'ai fait les maillots cette année et ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué, c'est que, moi mon objectif c'était qu'elle soit le plus à l'aise possible puisque c'est un tableau qui est compliqué, où on peut plus cacher grand chose. Une fois qu'on est en maillot, il s'agit pas de enfin, c'est un peu compliqué de cacher sa morphologie. Après elles sont pas là pour ça non plus, hein. Mais voilà, mon objectif, c'était qu'elles soient le plus à l'aise possible dans leur maillot de bain, qu'elles puissent défiler, faire leur chorégraphie sans avoir peur que, le maillot de bain, tienne pas ou qu'elles aient un bout de fesse qui sort quand elles font leur défilé. Ça serait hyper, frustrant. Donc c'était ça mon objectif. Je pense que je l'ai rempli. Elles ont toutes eu un très bon retour comme quoi, bah, elles avaient jamais été aussi bien et confortables dans un maillot de bain. En plus, ça leur laisse un très beau souvenir aussi derrière. Mais voilà, donc après, bah, ça me permet de travailler directement avec, entre guillemets, «ma clientèle cible». Enfin, voilà, c'est des femmes, entre 18 et 40 ans, qui ont, bah, voilà, tout leur, qui viennent avec leur sac à dos, j'ai envie de dire. Certaines, ont toujours été rondes, d'autres ont eu, une maladie ou des soucis, enfin voilà. On vient avec notre bagage et le but c'est de se dire: «Bah voilà, je suis comme ça aujourd'hui et je m'assume, je m'aime telle quelle et je suis devant vous» et voilà. Enfin c'est toutes leurs valeurs correspondent exactement à mes valeurs d'entreprise et mes valeurs personnelles, puisque tout est relié. Et c'est un univers que j'espère continuer à développer et Alors moi, j'ai un peu du mal avec le terme, «s'assumer», comme si, en gros, tu as fait une connerie et du coup, tu l'assumes, tu vois? Ça, j'ai un peu de bah, mal avec ce c'est la truc-là. société qui nous laisse penser ça. Je pense que c'est pour ça qu'on reprend ces termes-là. Je S'assumer, c'est vrai que oui, ça laisse penser qu'on a mais la société nous laisse penser, ce qu'on disait tout à l'heure, la société nous laisse penser que si on en est là, c'est certainement parce qu'on a mangé trop de fast-food et qu'on n'a pas bougé ses fesses. Mmh. Je connais des Donc gros feignants. on se sent pas, ça revient souvent, on se sent pas légitime. C'est vraiment ça le terme. On se sent pas légitime, on n'a pas notre place et on est forcément responsable de cette situation, quand bien même c'est une maladie, quand bien même, on serait actif et que c'est une morphologie, que c'est héréditaire, que c'est on est accablé par les reproches de quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise. Moi, je trouve qu'on est actuellement très orienté vers une opération comme si c'était un truc miracle. Je pense que contre la génétique, on peut rien faire.
Heu, c'est pas une opération de l'estomac, qui va, changer la génétique et c'est pas possible. Donc moi, j'ai un peu du mal avec cet aspect où, on a l'impression que c'est magique. Oui, c'est Comme ça. si on prenait un médicament magique, on passe, il y en a pas pour longtemps, hein, vous passez sur la table d'opération et puis, bah, vous ressortez, c'est tout bon, c'est tout non. Et ça marche pas en plus. Bah, Parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait cette opération et bah, forcément, juste après l'opération, tu perds énormément de poids ouais. et il y en a plein qui ne se reconnaissent plus du coup, dans le miroir. Ça entraîne, des dépressions, des d'autres troubles, alimentaires, et il y en a plein qui regrossissent et qui même, après grossissent encore plus. Mais on banalise énormément cette opération, je Oui. trouve. Pour avoir commencé moi-même le processus, pour avoir eu un doute à un moment donné que peut-être c'était facile et que, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 70 d'échecs. Ouais, C'est énorme. c'est énorme. Pour avoir eu des réunions avec des anciens opérés et cetera, c'est vrai que, enfin, quand bien même ça fonctionne et j'ai en tête une maman de l'école, qui a fait l'opération, qui a perdu, plus de 40 kilogrammes. Alors pour elle, ça a fonctionné, hein, elle a pas repris, elle a perdu 40 kilogrammes et cetera, mais à vie, elle aura des compléments alimentaires, elle sera toujours en carence de quoi que ce soit. Il y a le souci de la peau aussi. La peau, est-ce qu'on est, dans le pourcentage qui a le droit de faire enlever l'excédent de peau parce qu'on en a assez ou pas? Ou est-ce qu'on reste à vie avec enfin, il y a tout un ça a des conséquences énormes. Mmh. Et je trouve que cette opération, elle est beaucoup trop, banalisée, Mmh. là-dessus, voilà. Donc oui, il y a un côté s'assumer, on a l'impression qu'on a fait une bêtise, mais c'est vrai que c'est comme ça que la société le voit. On nous pointe du doigt en nous disant: «Bah, elle est ronde, mais c'est forcément parce qu'elle fait pas de sport, forcément parce qu'elle mange mal». C'est le lipodème, entre autres, n'est pas forcément encore très bien connu, reconnu. Donc oui, il y a un côté s'assumer parce qu'en fait, on a toujours été accablés, que Mmh. ça soit à l'école, que ça soit au travail, que ça soit, n'importe où en fait, on est toujours accablés, de plein de reproches, comme si on était effectivement responsable. Même si oui, c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Mais ouais, s'assumer, ça revient souvent. Oser fait partie aussi beaucoup des termes que les curvy, utilise, oser, s'affirmer, ne plus se cacher en fait. Mmh. Parce que, bah, c'est un peu ça, hein, le côté s'assumer, comme si on ait fait une bêtise, mais c'est complètement ça, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on rase les murs en fait, Ouais, c'est parce ça. qu'on dérange. Mmh. Les curvy parlent beaucoup de ça, du fait qu'elles dérangent et qu'aujourd'hui elles veulent briller. Oui, elles veulent s'affirmer, elles veulent oser, elles veulent briller et il y a eu un discours d'une des filles qui disait que, on lui disait toujours qu'elle était trop Mmh. grosse, trop exubérante, je ne sais pas, trop, et en fait aujourd'hui elles disent, «Stop, on est assez. Mmh. On Non, n'est c'est pas les on n'est pas trop, on est assez». Bah, on n'est pas trop et c'est les autres aussi qui sont peut-être pas assez aussi. Bah, après, dans tous les échanges de vie, on entend toujours ça, hein, pour tout. En général, quelqu'un qui est désagréable envers nous, qui va avoir des paroles blessantes, c'est quelqu'un qui a un mal-être de base. Mmh. Donc, on n'a pas toujours ça, en visuel, mais quelqu'un qui va dire: «Mais tu grosse, tu fais rien, gna gna gna». C'est peut-être quelqu'un qui anciennement a été ronde et Ouais. qui a un mal-être qui ressort et cetera. Ça justifie pas les paroles blessantes, mais quand on cherche un petit peu, il y a toujours une explication à ça. Après, c'est souvent de la peine derrière, en fait. Mmh. Quelqu'un qui va faire un reproche, ça peut être une maman qui a vu sa fille se faire harceler et qui a été dans le mal pendant des années, ça peut être plein de choses, mais toute façon, c'est relié à un mal-être dans tous les cas. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça se transmette et que ça se répercute. Mmh.
On a déjà assez de mal avec notre corps, avec cette société qui nous permet pas de nous habiller correctement, qui nous permet pas. Enfin, c'est des petites choses, hein. Moi, quand je conduis, je dois avoir un adaptateur pour la ceinture parce que, bah, avec la poitrine, sinon, bah, ça me coupe le cou. Tout n'est pas adapté, en fait. J'ai vu que tu avais fait un podcast sur le handicap, les accès handicapés, et cetera, mais quelque part, ça fait partie enfin, alors c'est pas autant forcément que si on était en fauteuil roulant mais c'est un handicap. Être rond aujourd'hui, c'est un handicap. Les fêtes foraines, on en entend souvent parler, bah, on rentre pas, petite fête foraine, j'ai voulu faire plaisir à mon fils, là, le petit train, c'est super, mais il faut mettre la barre là. Bah oui, mais pour la clipper. Et bah, il faut arrêter de respirer, rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup le ventre et après il faut s'accrocher tout le long parce que, bah, en fait, on respire plus. Ouais. Donc, bah, c'est un handicap parce que, bah, je peux pas accompagner mon fils comme j'aimerais, dans des activités, enfin, je vais pas faire, du toboggan avec lui parce que mes fesses, vont rester coincées, dans le toboggan. Enfin, c'est un handicap au quotidien et je pense que c'est déjà suffisamment dur pour ne pas en plus avoir les reproches et les remarques des gens. Mmh. C'est déjà suffisamment frustrant de pas pouvoir faire certaines activités avec son enfant ou participer, voilà, à des choses avec des amis, pour pas, en plus, avoir les reproches des gens frustrés d'un truc qui les concerne pas, quelque Mmh. part. Mmh. Donc mon petit coup de gueule, laissez-nous tranquilles, on le vit déjà assez mal. C'est déjà pas facile, donc arrêtez. C'est Marianne James qui avait poussé un coup de gueule justement là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu. Pas spécialement, mais je la suis et elle a ce franc-parler que j'aime beaucoup. Mmh. Mais c'est ça, à un moment donné, je sais, elle avait expliqué un truc par rapport aux marches, par rapport aux escaliers. C'est ça. En C'est ce fait, elle disait qu'elle que les personnes rondes, en fait, quand on monte des marches, par exemple, c'est comme si pour une personne svelte, elle prenait deux énormes sacs de course à monter au troisième étage. Mmh mh. Sauf qu'en fait, une personne ronde, elle a ça sur son corps. Et que donc si en plus, par exemple, on a des courses à monter aussi au troisième étage, c'est double peine. Et que au final, tous les jours, c'est tout le temps la même rengaine, c'est énormément d'efforts pour faire plein de choses et que au final, ben en fait, les personnes rondes sont des personnes hyper badass, hyper fortes, parce que pour réussir à s'en sortir avec tout ce poids en plus, qui est quand même hyper handicapant dans la vie de tous les jours, eh ben faut quand même y aller. Et en plus de ça, Complètement. tout le monde est toujours en train de taper sur les personnes rondes. Mmh Et mh. donc en plus, il faudrait qu'elles aient honte et qu'elles se cachent. Eh ben non. Mais on revient quand même à ce côté mal-être où en fait les gens qui vont nous accabler n'arriveraient pas à monter effectivement ces 3 étages avec leur Mmh. pack d'eau. Mmh. Donc ils accablent quelqu'un sur quelque chose qu'il ne serait pas en capacité de faire. Ouais, c'est ça. Donc il y a un côté envieux finalement. Mmh. Même si je suis pas sûre qu'on envie réellement d'avoir, des soucis de poids et qui handicapent au quotidien, mais c'est notre société, elle réagit comme ça, en fait. On est agressif envers des gens qui font quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Mmh. Ça, c'est dommage, hein. Mmh. Mais effectivement, Marianne James, c'est exactement ça, il y en a qui font des expériences sociales, hein, comme ça, hein, où ils se rajoutent des trucs et puis effectivement, ils montent 2 escaliers, ils sont essoufflés, ils se disent: «Ah ouais!» Ça se fait beaucoup, tu sais, pour les femmes qui sont enceintes avec leur conjoint. Ouais. Alors, attache une pastèque autour Oui, du c'est ventre, vrai. et cetera. Et allez Manon, fais tes lacets, des trucs comme ça. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent à quel point c'est compliqué. Mais oui, Ils s'aperçoivent que mettre des chaussures, c'est un réel combat, hein. C'est ça. Mais c'est ça et la femme est quand même, enfin, quand on regarde dans l'ensemble, la femme est hyper forte pour tout, Mmh. hein. Que Mmh. ça soit effectivement pour mettre au monde un enfant, la grossesse, tout ce que ça engendre, sans complications, parce que, quand il y a des complications, parlons-en. Que ça soit, voilà, quand on a des rondeurs, pour se déplacer, pour faire des activités, tout est la femme est elle est forte, elle est hyper forte, mais elle n'a absolument pas conscience de sa force en général. Pas toutes, mais
Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, de figures, représentatives qui osent et qui mettent en avant les choses en disant: «Bon, alors là, on va arrêter. Regardez tout ce qu'on fait. À un moment donné, il faut arrêter de nous dévaloriser. Faut arrêter de nous payer moins qu'un homme». Ça doit faire partie des autres sujets de tes podcasts certainement, voilà. Il faut arrêter. On est juste exceptionnels, tout à notre niveau, selon ce qu'on fait, peu importe notre morphologie, notre âge, enfin tout. Mmh. On fait des trucs de fou. Ouais, mais le problème, c'est qu'on vit encore dans une société patriarcale. Hier soir, je regardais un film sur Netflix, c'était La Bonne Ménagère. C'est un film en fait qui se passe dans les années 60 où dans une école justement où on apprenait à être une bonne ménagère. C'est avec Juliette Binoche. Ouais, mais j'ai vu des extraits, mais j'ai pas encore regardé. Il est pas mal. Il est pas mal comme film, j'ai bien aimé. En fait, Juliette Binoche du coup est directrice de cette école de la bonne ménagère. Tu vois qu'au fur et à mesure du film, elle commence à s'émanciper parce que son mari décède et du coup, elle s'aperçoit que toute l'école était endettée au final, elle s'aperçoit qu'en fait, être une bonne ménagère au service de son mari, ça rime à rien, qu'on devient esclave d'un homme enfin voilà, elle veut s'émanciper. Et je trouve que ce film-là représente quand même pas mal de choses parce que il y a plein de moments où elle dit qu'il faut respecter les bonnes mœurs, que machin, qu'il faut qu'on soit comme ci, comme ça, machin, tout ça. Et en fait, en regardant ce film-là, je me suis dit, mais en fait, c'est normal qu'en tant que femme, on se sente mal parce qu'en fait, on a hérité de tout ça. Si tu regardes, alors moi, des fois, j'aime bien discuter avec des personnes âgées quand tu regardes ce que font les personnes âgées, les femmes âgées vont venir te dire qu'il faut que tu tiennes ta maison comme ça, qu'il faut que tu t'habilles comme ci. Et puis en fait, c'est elles qui vont te faire beaucoup de critiques parce qu'en fait, Faut elles pas ont subi. contrarier le mari, Voilà. faut toujours, que la maison soit bien tenue, qu'on sorte pas, qu'on faut attendre gentiment son mari à la maison, Ouais, mais en fait, elles ont subi tout ça. Et en fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc psychologique dans le sens où comme elles ont subi, eh ben, faut qu'elles fassent subir aussi à leur tour. Tu vois? Parce que ce serait trop injuste qu'elles aient juste subi et que les autres derrière subissent pas. Après, il y a des personnes qui voient les choses comme ça et il y en a d'autres qui voient que comme elles ont subi, elles veulent pas que les générations suivantes subissent aussi. Oui, mais c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de reproches sur l'évolution, que ça soit même sur l'éducation des enfants, parce qu'en général, elles, sont restées à la maison à attendre leur mari et à élever les enfants et c'est vrai que, bon, dans la société où on est là aujourd'hui bah, on fonctionne pas du tout pareil, elles mettent l'accent, hein, sur le fait: «Bah, moi, j'aurais jamais fait ça, l'enfant, machin, l'enfant, il a sa place et c'est comme ci, c'est comme ça». Mais encore, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a un passif et que en général, c'est pas de la méchanceté, c'est qu'il y a un côté, envieux, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui amène des paroles malheureuses qui vont blesser et qui vont, accentuer une situation, qui est déjà, suffisamment lourde. Elle est là à cause de la frustration quelque part et de la pour tout sujet. Soyons plus doux les uns avec les autres. Oui, de l'amour, aimons-nous. Vivons dans un monde de bisounours. Non, bah, on va pas aller à l'extrême, mais c'est vrai que, adoucir un petit peu les choses, ça ferait pas de mal. Ouais. Si tout le monde mettait sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, et ben, on évoluerait quand même pas mal. Ouais. Les choses bougeraient un petit peu plus. Enfin, après, je reviens toujours sur le sujet, de la grossophobie, mais, on a quand même pas beaucoup évolué là-dessus. Ça serait bien. Ça serait bien que si, chaque personne, se dit, bah, par exemple, la je pense à cette dame, donc, la belle-mère là pour, ça ah bah, c'est pour ma belle-fille parce qu'elle est tellement énorme. Si cette dame déjà,
ne faisait que ne pas dire ce genre de paroles, si l'autre dame avec sa copine, au lieu de critiquer, passait juste au stand d'après, si au pire, passe au stand d'après sans avoir de remarques désobligeantes. Oui, parce qu'en fait, la dame, là, pour sa belle-fille, elle aurait pu dire, au lieu de dire elle est tellement énorme, dire ah bah peut-être qu'elle va enfin trouver des choses à sa taille et pour qu'elle se sente bien. Ouais. C'est quand même simple de Ouais, mais il y avait pas changer de le côté, regard, il y quoi. avait pas du tout de côté Non. bienveillant. L'idée, c'était vraiment de pointer et pareil dans ses mots, on ressentait le fait que si sa belle-fille était comme ça, c'était parce qu'elle le voulait bien, parce qu'elle l'avait provoqué. Je Mmh. connais pas cette personne, mais j'imagine bien que c'est pas un choix. Bah non. C'est pareil, j'ai vu une influenceuse sur, je saurais pas dire son nom, sur Facebook. Elle fait des vidéos, elle reprend une vidéo en fait et elle va la retraduire et entre autres, elle a pris une vidéo d'une jeune fille qui commence en disant: «Bon, on est d'accord qu'être grosse, c'est un choix». Et la vidéo Pardon? commence comme ça et donc elle reprend et elle démonte tous les clichés parce que elle fait une vidéo où, qu'on soit d'accord, elle est pas maquillée, elle est dans son lit, avec le téléphone comme ça, elle est absolument pas mise à son avantage et elle s'en fout complet. Et elle dit: «Non mais» et puis elle utilise un peu un accent et elle dit: non mais franchement, enfin, à quel moment, vous croyez» elle fait un peu d'anglais je crois, Ah oui, je vois je quelques sais types de plus vidéos, comment, là, je sais pas comment ça s'appelle. you crying, alors moi je suis nulle en anglais, mais elle a en plus un accent elle est nulle aussi en anglais, je pense, mais du crying that choice. ouais, c'est ça, exactement. Et ça me fait rire parce que, bah, c'est vrai qu'elle met le point sur un truc où on se dit, mais à quel moment, et là encore, on parle d'une personne qui ne connaît pas. Mmh. C'est une jeune fille qui est toute jeune, qui a que le début de sa vie, elle a peu d'expérience, et je pense qu'elle n'a pas l'expérience d'avoir eu des courbes, d'être ronde, d'avoir des difficultés quelles qu'ils soient. Pourquoi parler d'un sujet qu'on ne connaît pas? C'est ça, c'est ça. Moi, je sais que quand j'échange avec des gens, voilà, c'est normal, on peut pas tout connaître, il y a plein de choses que je connais pas. Et ben, je dis toujours: «Je vais être moins bête ce soir, je vais poser des questions, je vais m'intéresser». Je vais pas tout connaître sur le sujet, je vais pas voilà, mais on en apprend tous les jours sur plein de choses. Pourquoi aller donner son avis et imposer un truc et sortir une ânerie pareille? Faut mieux se taire. Mais ça, c'est le développement des réseaux sociaux, je pense qu'on voit de tout et c'est horrible. Non, et puis tu sais, je vais te poser une question. Si c'était un choix, est-ce que tu serais ronde? Non, je ne le serais pas. Bah non. Non. J'ai pas envie de monter ces 3 escaliers avec mes packs d'eau, je suis essoufflée au bout de 3 marches. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'activités que je peux pas faire avec mon fils, je profite pas pleinement de ma vie par rapport à ça. Heu, Psychologiquement, bah, je suis régulièrement blessée, enfin, je peux pas m'habiller comme je veux, non, bien sûr que non. Si c'était un choix, non. Mmh. Non. Oui, c'est pour ça que c'est complètement débile. Parce qu'en fait, vraiment, cette personne-là, si elle a fait cette vidéo en disant que c'est un choix, eh bah pourquoi elle a pas fait le choix d'être grosse alors? Je sais pas. Bah, je sais pas, peut-être que c'est il nous envie pas, de galérer, d'être essoufflé, non, je sais pas, enfin, après, ça a des impacts sur tout, j'en discutais avec, une personne aussi par rapport à la violence en termes, médical. Mmh. Tout est relié. Moi, j'ai consulté, parce que, bah, j'avais un peu d'acné et c'est vrai que j'ai pas eu d'acné étant ado, donc ça fait un peu mal au cœur d'arriver à une bonne trentaine et d'avoir de l'acné. J'ai fait tout un tas de bilans, de machin, et la personne que je suis allée voir m'a dit que en fait, j'avais de l'acné parce que je transpirais le gras que je mange. C'est véridique. C'est violent. J'ai fait le test de l'apnée du sommeil parce que, depuis quelque temps, bah, je ronfle beaucoup et ça me gêne. Faut savoir que je ronflais aussi quand je faisais une taille 36. Je le précise quand même. À la fin de la nuit d'observation pour l'apnée du sommeil, le médecin, je lui dis: «Du coup, est-ce que je fais de l'apnée du sommeil?» et cetera. Il me dit: «Non, pas du tout, pas de souci particulier». Je dis: «Comment ça se fait que je ronfle autant?»
Et pareil, véridique, il me dit: «Vous ronflez autant parce que vous êtes grasse de la gorge». Je suis grasse de la gorge. Je le dis à la caméra, je suis ouais. Je suis grasse de la gorge. Faut arrêter. Il faut arrêter, ce genre de paroles. Mon médecin traitant que j'avais ici, j'en ai changé parce que à chaque fois que j'y allais pour une simple consultation, renouvellement d'ordonnance, il me demandait de faire un régime, il me parlait de régime. Je viens juste consulter, hein, j'ai pas de problème, particulier. Oui, je suis ronde, mais j ça va encore en termes de santé, je j'ai pas de cholestérol, je fais pas de diabète, je suis encore, à peu près dans les plots s'il faut mettre des mais faut arrêter de maltraiter les gens comme ça, en fait. Enfin, tout est lié, tout est lié. Mais quand bien même ils ont une prise de sang complète qui dit que, bah, la santé est pas mauvaise, ah bah oui, mais bah oui, vous transpirez le gras. Ce que vous mangez ressort par les pores et vous transpirez. D'accord. Et ben c'est super. Et donc comme forcément, je mange forcément que des burgers, des pizzas, du fast-food, donc j'ai le McDo qui transpire par mes pores apparemment. C'est fou! Absurde. Non mais c'est enfin, on en rigole mais c'est quand même aberrant, hallucinant d'entendre ce genre de choses. Ouais, mais tu sais que moi, par rapport à ma maladie, en fait, j'avais testé un nouveau traitement qui m'a fait un dérèglement hormonal, mais de folie. Je me sentais pas bien, enfin j'avais des pertes cheloues, j'avais, des poils qui poussaient de partout, on aurait cru une portugaise, alors que j'ai jamais eu une pilosité très développée. Enfin, il y avait plein de symptômes comme ça et donc je me suis dit: «Je suis allée voir un gynéco, peut-être que, bon, il va avoir des solutions». Je suis tombée sur un vieux qui je pense maintenant est à la retraite, donc je lui ai dit: «Bah, voilà, j'ai commencé à prendre, tel traitement et depuis ça, en fait, j'ai, tous ces symptômes, voilà, tout ça». Il dit: «Ah non, non, le traitement n'a rien à voir. Il faut que vous perdiez du poids». Bah oui, Je dis: forcément. «Bah, non, à la base, c'est à cause de ce traitement que j'ai eu ces symptômes». «Ah non, 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 le traitement a rien à voir, c'est vraiment vous faut que vous perdiez du poids». Et bizarrement, en fait, j'ai arrêté ce traitement et tout est rentré dans l'ordre. Dis donc. Eh, c'est quand même bizarre. Tu perdu du poids aussi peut-être? Pas du tout. Ah bah, faudrait recontacter ce médecin, c'est quand même suspect. Mmh. Non, mais quand bien même ils auraient la preuve, écrite, ils admettraient pas, tout est forcément lié au poids et c'est forcément de notre fait. C'est ça. Ça peut pas être un médicament qui fasse qu'on prenne du poids. Non. Médicament, c'est bon pour la santé. Non. Bah, un médecin qui va prescrire le médicament, il va jamais te dire que c'est son médicament qui est tout pourri et qui est en train de te bousiller. Il va forcément te dire que c'est parce que t'as mangé un kebab hier. Non, mais pour avoir vu pas mal de médecins, il y en a des biens, mais il faut les trouver. Faut bien chercher. Et le problème, c'est que quand on te prescrit un traitement, on te parle pas des effets secondaires qu'il y a derrière. Mais moi, ce traitement-là, en plus, je l'ai pris pendant 2 ans et demi. Donc comment te dire que, pendant 2 ans et demi, ça a été très compliqué parce qu'il y avait des effets secondaires carabinés. Le problème hormonal qui allait avec, c'est qu'un détail par rapport à tout ce qu'il y avait. Et en fait, moi ce que j'avais pas aimé, ma médecin jusqu'à ce qu'elle me prescrive ce traitement-là, je lui faisais entièrement confiance et là, ma confiance a été biaisée parce qu'en fait, elle est allée jusqu'à me dire que, il y avait pas de souci avec le traitement puisque mes résultats sanguins étaient bons par rapport à ma maladie et que, si ça n'allait pas, c'était sûrement pas à cause du traitement, mais sûrement parce que j'étais en train de faire une dépression. Ah bah oui. Donc là, à partir de ce moment-là, je lui ai dit: «Toi, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule». Et au final, si j'ai arrêté le traitement, c'est parce que je l'ai arrêté de moi-même parce qu'elle ne voulait pas me l'arrêter. Ouais, mais il y a un manque d'écoute. Ah mais oui. Enfin, à un moment donné, il faut savoir, il y a ouais, beaucoup de préjugés, un manque d'écoute et le rapport de confiance, c'est important, hein. Mmh. Ouais. Avec un médecin, s'il le rompt pour une bêtise pareille, sans avoir écouté son patient, c'est quand même,
On a déjà du mal à trouver un médecin tout court. Alors, trouver un médecin en qui on a confiance et qui est bienveillant et qui va nous écouter correctement, ça devient quand même très compliqué, hein. Oui et puis, ça revient à ce qu'on disait au début, tu sais, une personne qui fait taille 36, elle ira jusqu'au 42 et peut-être pas plus. Et ben là, parce qu'elle rencontre pas les mêmes problématiques. Mais là, un médecin, c'est pareil, en fait, il est censé te soigner de maladies qu'il lui-même n'a pas vécues, heu, personnellement, en fait. Donc c'est de là que les médecins devraient être peut-être un peu plus empathiques. Après, tout en gardant une certaine distance, parce que je pense qu'ils doivent rencontrer aussi des problématiques. Parfois, s'ils sont trop investis, qui peuvent les faire souffrir aussi, donc ils doivent se mettre une barrière, c'est normal. Mais à un moment donné, quand un patient te dit quelque chose, ben en fait, crois-le, c'est pas toi qui vis à la place de lui. Ouais, bah, après je pense que enfin, c'est pas pour leur donner du crédit, mais je pense que c'est un tout. Il y a aussi eu tellement de mensonges. Ils ont dû avoir tellement de patients qui s'inventaient des maladies, pour avoir des arrêts, pour ce genre de choses. Dans tout domaine, je crois qu'il y a eu tellement d'abus que c'est vrai que maintenant trouver, une personne, bienveillante qui va écouter, qui va, je pense qu'on se fatigue tous en fait. Enfin, à force de d'écouter, de prendre du temps pour des gens qui vont pas forcément le rendre et qui le médecin, au nombre de personnes qu'il voit, aux heures qu'il fait, c'est vrai qu'à un moment donné, ils sont obligés de se cloisonner. Mais bah, ça veut dire aussi qu'ils vont se cloisonner pour, pas être là en cas d'urgence pour quelqu'un de bien, parce qu'ils se cloisonnent pour quelqu'un qui a abusé. Ce que je comprends, hein, mais encore une fois, c'est tout domaine. À force d'abus, en fait, on se retrouve, dans un atmosphère qui est quand même très compliquée et le médical, bah, c'est quand même important parce que si on nous écoute pas et que c'est quelque chose de grave, ça peut nous coûter la vie quand même. Bah oui. Mais trop d'abus dans tout domaine, dans plein de choses. Ouais, mais tu vois, alors, par exemple, si on parle d'un médecin généraliste, il va savoir, parce que normalement, c'est des personnes qui voient de manière récurrente, il va savoir qui va avoir tendance à demander des arrêts maladie à répétition pour pas grand-chose, et qui ne va pas le demander. Parce qu'il y a des gens qui vont toutes les semaines au médecin, il y en a d'autres, ils les voient une fois tous les 36. Donc, qui sait quand même plus ou moins qui peut prendre au sérieux. Et là, la médecin dont je te parlais, c'est ma spécialiste. Elle me pose jamais d'arrêt. Ouais, mais moi je trouve qu'au quotidien, si on demande gentiment, on n'obtient pas, il faut râler. Mmh. Si on râle, celui qui va arriver et qui va râler, même si c'est hyper irrespectueux et que c'est démesuré par rapport à la situation, il va obtenir. Alors que toi, ça va faire 2 ans, tu prends un traitement qui est pas adapté et que tu l'as dit une fois, 2 fois, gentiment, et cetera. Gentiment, j'ai l'impression qu'on n'obtient rien. Enfin, c'est un constat personnel, c'est pas forcément très reluisant, mais si on ne râle pas, on n'obtient rien. Mmh. C'est quand même dommage qu'il faille râler, et moi j'ai du mal à râler plus fort que enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aboient, en fait. Ils mordent pas, mais ils aboient et moi je sais pas faire ça et en fait, quelque part pour les contrer, il faudrait aboyer déjà dès le départ plus fort qu'eux Mmh. et on gagnerait un temps fou, derrière pour plein d'histoires, de trucs. Moi, je sais pas faire ça et j'ai pas envie de vivre dans un monde où on fonctionne comme ça. Ouais, parce que en fait, c'est de l'irrespect, quoi, en fait. Ouais, c'est à celui qui criera le plus fort. Oui, mais ça a pas de sens, faut Bah non. arrêter, c'est pas à celui qui va crier le plus fort au médecin pour avoir, ce qu'il obtient. Le médecin est censé, gérer les priorités. Mmh. C'est pas parce que l'autre lui fait peur parce qu'il lui râle dessus qu'il faut négliger la personne que son traitement impacte, au quotidien. Enfin, Bah oui, ça n'a pas de sens. mais c'est où va-t-on? Pour conclure, et se dire qu'on pourrait améliorer les choses, je pense qu'il faut être plus doux les uns avec les autres, plus respectueux aussi. Je pense que ça, c'est important. Oui, oui, ça revient à ce que Et je puis laisser disais les tout à personnes l'heure. rondes tranquilles, quoi. Laisser, enfin voilà, juste un petit pas, si chacun fait un tout petit pas, en
quand bien même il penserait quelque chose, au moins ne pas le dire à voix haute, ça serait déjà énorme. Enfin, voilà, oui, d'essayer de ne pas dire une chose désagréable quand bien même on ne connaît pas la situation. Dans tout cas, hein, que ça soit un cas de handicap, un cas, d'une personne forte, de tout, en fait, on connaît pas, on sait pas, pas de le jugement, au pire, s'il est là, de le garder pour soi, pour éviter d'impacter encore un peu plus la personne, d'accabler encore un peu plus la personne. Voilà, et puis si chacun, met une petite pierre à l'édifice, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, j'essaye, hein, j'essaye. J'essaie de faire des jolies culottes, de prôner le fait qu'on a le droit de porter de la couleur, d'avoir des jolies choses, sans forcément être obligé de porter une gaine parce que, il faut cacher et ranger tout ça. Non. Et arrêter de respirer surtout. Mais voilà, c'est vrai que moi, ce que je me dis au quotidien, si j'aide une cliente, si j'ai un contact d'une cliente, que je vais aider, c'est déjà énorme et ça me fait évoluer moi. Ça fait évoluer la cliente, ça me fait évoluer moi et puis, bah, si elle parle de moi à une personne de son entourage et ben, on va arriver à faire quelque chose. Ça prendra du temps, mais j'y crois. Le projet, il est là, il existe et je le défends bec et ongles depuis un moment. J'ai l'intention de continuer et on espère que ça va évoluer. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Il y a juste une chose, est-ce que tu connais la règle des 5 secondes? Alors c'est Les pas c pour ce qui est tombé par terre, c'est pour le manger, n mais il y a non, aussi c'est la... les 5 premières secondes, c'est quand tu parles, les 5 Non, enfin non? non, la règle des 5 secondes, c'est en gros, si tu as une remarque à faire à quelqu'un de négatif et qu'il ne peut pas la changer en 5 secondes, tais-toi. Par exemple, t'as quelque chose là entre les dents. Tu peux le régler en 5 secondes, c'est bon, c'est fait. OK. Ou ah mince, t'as une mèche de cheveux qui est complètement de travers là. Bon. Ou alors, bah dis donc, t'as encore grossi. Non, tu peux pas le changer en 5 secondes. Tais-toi. D'accord, non, je Je trouve que c'est pas mal. En fait, pour les gens qui savent pas mesurer leurs paroles, qui réfléchissent, est-ce que ce que j'ai à dire, la personne pourra la changer en 5 secondes? Oui, tu le dis. Non, tu te tais. eh ben non, je connaissais pas cette règle-là, mais ça va faire son petit bout de chemin dans ma tête, j'y penserai. Heu, Même si en général, je suis pas du genre à balancer des choses, à tort et à travers. De manière générale, je pense que quand on subit une discrimination, peu importe la raison, on est beaucoup plus respectueux des autres. Parce que comme on subit déjà personnellement, on n'a pas envie de faire subir ce qu'on subit aux autres. Bah oui, mais c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis souvent. Moi, je fais toujours ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Ça me dessert un peu parce que j'ai rarement le même retour, mais je fais toujours pour les autres ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi et c'est vrai que, ce que je propose, j'aurais aimé qu'on me le propose aussi. Enfin, à la limite, j'en bénéficie, mais un peu moins puisque c'est toujours, le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai pas, je suis censée partir cet été avec mon beau maillot de bain, pour pas me retrouver comme l'année dernière à la piscine avec le même maillot de bain que la dame et me dire: «Quand même, je fais des maillots de bain sur mesure toute l'année et moi j'en ai pas et j'ai le même maillot de bain à la piscine que la dame, c'est quand même dommage». Mais bon, ouais, si ça serait moi en tout cas, je fonctionne comme ça, même si ça arrive d'être déçue. Je fais toujours ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. C'est clair. De la bienveillance. Du coup, on peut te retrouver sur Facebook. Facebook, Insta, Nomis Lingerie. Insta, ça doit être la même chose, il y a peut-être un point, nomis.lingerie. Une petite subtilité. Et du coup, bientôt le site internet. Voilà, site internet normalement pour cet été. Donc il y a un numéro de téléphone où on peut m'appeler et une adresse mail. Et je mange pas. Je ne mange personne. J'ai pas de traces dedans, c'est bon. Et voilà, un échange, c'est toujours,
c'est toujours un plaisir et bah, ça égaye une journée, en fait. Suffit d'une petite parole et voilà, ouais. OK et bah, écoute, je mettrai tout ça dans la description, comme ça les gens pourront te contacter rapidement sans chercher et ce sera peut-être, plus simple aussi, pour toi d'avoir des personnes. Hem, Moi, je vous conseille fortement, d'aller voir Julie parce que non seulement elle est super sympa, mais en plus elle est hyper à l'écoute et elle fait des trucs magnifiques. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. À la semaine prochaine!